Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Un entretien du jour aujourd'hui consacré à l'actualité au Gabon et notamment son entrée dans le Commonwealth. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Terence Niembou Moutsona. Il est chef d'entreprise. Bonjour Terence. Bonjour Elisabeth Bouteiller. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci à vous-même. Ça va très bien, merci. Alors, grosse actualité pour le Gabon et le Togo, c'est l'entrée dans le Commonwealth. Depuis la semaine dernière, le pays a rejoint les 54 pays qui sont aujourd'hui dans le Commonwealth. Qu'est-ce que vous pensez de cette adhésion ? Alors, l'adhésion au Commonwealth, effectivement, est récente. C'est une demande, un processus qui a été initié déjà par le gouvernement et le président de la République il y a un certain temps. Alors, vous savez, les grands ensembles, c'est toujours... Aujourd'hui, le monde est multipolaire. C'est toujours très bien d'appartenir à des grands ensembles. On est déjà membre de l'OIF depuis 1970. Alors, on a décidé aujourd'hui de rentrer dans le Commonwealth. Alors, c'est plutôt un espace anglophone. Nous sommes, je crois, le 4e pays non originellement anglophone à intégrer cette association, en quelque sorte. Donc, oui, ça peut être une bonne chose. Alors, on demande à voir, évidemment, parce que, évidemment, dans ces grands ensembles, il faut pouvoir en profiter largement. Par exemple, sur le cas de l'OIF, aujourd'hui, on s'interroge encore sur réellement les apports que ça peut avoir au sein du Gabon, des populations gabonaises. S'agissant du Commonwealth, il y a quelque chose de très important qu'il faut indiquer ici, c'est que je pense que sur ce type d'adhésion, il aurait été bon de consulter les populations. Exactement, parce qu'aujourd'hui, le Togo et le Gabon, les populations n'ont pas du tout été consultées. C'est une décision unilatérale du gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument, mais ça va justement à l'encontre des principes démocratiques que prône le Commonwealth, puisque le Commonwealth, dans sa charte, justement, préconise la promotion de la démocratie, la promotion de la liberté d'expression et donc la consultation des peuples. Et là, en l'occurrence, la population gabonaise n'a pas été consultée pour des mesures qui vont peut-être l'impacter, puisque décider de faire de l'anglais une deuxième langue, par exemple, c'est quelque chose qui peut être impactant. Donc oui, on peut regretter effectivement que cette consultation n'ait pas eu lieu. Qu'est-ce que le Gabon a y gagné sur 3 points, diplomatiques, culturels et financiers, économiques ? Alors là, je demande à voir justement encore, parce que on nous a vendu, le gouvernement a indiqué que l'adhésion au Commonwealth ouvrira de nouvelles perspectives économiques et culturelles. Ce que je note simplement, c'est que notre premier partenaire commercial, c'est la Chine, qui n'appartient ni à l'espace francophone ni à l'espace anglophone. Aujourd'hui, on voit poindre des acteurs comme la Turquie, la Russie, qui ne sont pas non plus dans ces espaces. Donc je pense que le bilatéralisme a encore de beaux jours devant lui, et l'adhésion au Commonwealth, elle va peut-être ouvrir des perspectives dans le milieu anglophone, mais je crains que ça ne reste marginal par rapport justement aux partenaires historiques et aux partenaires actuels du Gabon. Vous savez quels sont les principaux points de ce partenariat ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a un programme ? Non, il n'y a pas de programme particulier. Dès qu'on y adhère, on partage un certain nombre de valeurs, on partage une charte qui nous oblige sur le plan notamment démocratique, respect, promotion de la démocratie, liberté d'expression, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, égalité homme-femme, etc. Donc il y a un certain nombre de valeurs en partage, d'ailleurs sur lesquelles il va falloir que le gouvernement s'aligne, parce qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui encore sur la liberté d'expression et sur la démocratie. Et donc c'est d'ailleurs le sens des combats que nous menons, c'est justement qu'on puisse s'exprimer librement, qu'on puisse exercer librement et démocratiquement nos convictions et porter nos projets. Et donc là, effectivement, ça rentre dans les valeurs que défend le Commonwealth. Donc j'espère qu'en adhérant justement au Commonwealth, le Gabon rentrera dans ce cercle vertueux de promotion des valeurs démocratiques, de promotion et d'accompagnement de la société civile et de la liberté d'expression. Alors aujourd'hui, le Commonwealth, donc on peut y voir une bonne chose, à votre avis ? Oui, absolument. Ça peut être une belle opportunité, si effectivement on va dans le respect des valeurs qui sont les siennes. Alors un autre point qui a été évoqué la semaine dernière à Kigali, lors de cette réunion du Commonwealth, c'est les migrations. Alors aujourd'hui, les migrations, vous avez vu que cet avion avait été bloqué au Royaume-Uni. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on bloque l'arrivée de migrants, par exemple, au Rwanda, et ça peut être aussi dans d'autres pays africains? Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette décision?
Alors, la décision de bloquer des migrants, d'abord, elle ne concernera pas vraiment le Gabon, parce que le Gabon n'est pas un pays d'émigration. Il y a très peu de Gabonais à l'étranger en rapport de la population. Mais effectivement, ça pose un vrai problème. La décision du Rwanda de signer cet accord avec la Grande-Bretagne pour récupérer les migrants dont la Grande-Bretagne ne veut pas, elle fera école. Et je pense que beaucoup de pays africains observeront comment cela va être géré par le Rwanda. Et si c'est effectivement quelque chose qui va permettre à la fois d'être win-win, à la fois pour le Rwanda, pour le Royaume-Uni et j'espère pour les migrants, parce qu'en définitive, eux, ils espéraient aller en Grande-Bretagne et se retrouvent au Rwanda. Je ne suis pas sûr qu'ils soient contents. Vous pensez que c'est une bonne chose, justement, de diversifier les pays d'accueil et que ce ne soit pas juste l'Europe ? Oh, je pense que c'est une bonne chose, mais ça dépend. C'est toujours après, ça pose toujours le problème de l'intégration. Ce sont des questions qui sont d'actualité, y compris ici en France. Comment ces migrants vont être accueillis au Rwanda, par les Rwandais d'abord, comment ils vont eux-mêmes s'intégrer au Rwanda, ça, ce sont des questions qui restent ouvertes. On est sur un premier cas d'école et on va attendre le retour d'expérience pour pouvoir en juger. Vous ne croyez pas au fait que, par exemple, au Rwanda, il y ait parfois plus d'opportunités de travail, d'accueil que dans des pays qui sont déjà saturés ? Non, il y a effectivement des opportunités au Rwanda, mais il y en a dans plein d'autres pays. Après, le problème, ce n'est pas tellement les opportunités économiques que peut proposer un pays, c'est surtout comment il s'intègre. C'est ça l'enjeu, c'est comment quelqu'un qui n'aspirait pas à arriver dans un pays se retrouve dans ce pays, comment il intègre la culture, comment il intègre le mode de vie, et comment le pays accueillant et les Rwandais, en l'occurrence, intègrent eux aussi ces étrangers qui arrivent et qui ne demandaient pas à être là. Vous pensez que justement ça ne sert à rien, qu'ils vont repartir dans un autre sens et puis finalement arriver à la destination espérée En général, quand on a un but et si on a effectivement envie d'aller en Europe, la destination idéale, ce n'est pas le Rwanda, ça reste l'Europe. Et donc, d'une manière ou d'une autre, ils chercheront inévitablement à repartir vers la destination qui était celle qu'ils ambitionnaient d'atteindre. Et puis, dernier point concernant donc, cette intégration du Commonwealth, certains analystes y voient une mesure qui est destinée à éloigner le Gabon de la France. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Non, je ne crois pas parce que, alors d'abord, je crois que le gouvernement et je crois que le président, ils ont clairement indiqué que le Gabon restait profondément francophone, profondément francophile. Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, il faut rappeler une chose, c'est que le français est notre langue en partage, y compris au Gabon. C'est la langue officielle, mais c'est aussi la langue avec laquelle je peux communiquer avec une autre ethnie. Aujourd'hui, le Gabon est un pays pluriethnique avec 52 ethnies, 9 groupes linguistiques majeurs. Et pour communiquer les uns avec les autres, on communique en français. Et donc, je veux dire, il n'y a pas de menace particulière, en tout cas sur le mode de vie des Gabonais, il n'y a pas de menace parce qu'on continuera de garder et de partager et d'échanger et de parler en français. D'ailleurs, on en est où aujourd'hui des relations franco-gabonaises ? Je pense qu'elles sont plutôt bonnes. La France reste quand même un partenaire majeur sur le plan économique, évidemment sur le plan politique. Nous avons encore énormément d'expatriés français au Gabon. Nous avons plus de 8000 Gabonais en France. Donc je pense que les échanges sont là. Il n'y a pas de tension particulière et il n'y a pas de raison que cela change. Alors parlons maintenant de la réforme des élections, puisque en 2023 auront lieu les nouvelles élections présidentielles. Un mémorandum a été fait par l'opposition pour proposer 100 propositions pour changer la réforme, pour changer les élections. Quels sont les principaux points de ce mémorandum ? Alors ce mémorandum auquel mon parti a participé, parce que c'est un comité ad hoc, pour l'histoire, un comité ad hoc a été constitué des principaux partis d'opposition pour réfléchir à une réforme du système électoral. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la présidente de la Cour constitutionnelle, lors de la rentrée solennelle de la Cour, je crois le 24 février 2022, avait invité les acteurs politiques, les acteurs de la société civile à se pencher sur ces sujets. Donc ce sont des sujets qui sont évidemment importants et d'actualité au Gabon, ça c'est la première chose. Après, il faut rappeler le contexte aujourd'hui au Gabon des élections. Elles ont régulièrement été émaillées de tensions, parfois de morts. On l'a connu en 2009, on l'a connu de manière très forte en 2016, avec une crise post-électorale aiguë, avec de nombreuses personnes qui ont perdu la vie. Donc effectivement, il faut se pencher sur ce sujet parce qu'il n'est pas normal que dans une démocratie, à chaque fois qu'il y a un scrutin présidentiel, le scrutin est contesté, le contentieux électoral est long comme le bras
et derrière, de nombreuses personnes perdent la vie. Ce n'est pas normal dans une démocratie. Donc effectivement, il fallait que l'opposition fasse ses propositions. Ces propositions ne viennent pas de nulle part. Elles avaient déjà été, elles aussi, proposées par l'Union européenne, puisqu'un des observateurs de l'Union européenne était venu pour superviser le scrutin en 2016. Donc un rapport avait été remis au Conseil européen des chefs d'État. Et ce rapport faisait déjà mention d'un certain nombre de manquements qui avaient été observés sur le processus électoral gabonais et avait fait un certain nombre de préconisations. Donc l'opposition ne part pas de rien, elle part de ce rapport qu'elle a enrichi avec son expérience sur le terrain et avec tous les manquements qu'elle a elle aussi pu observer. Alors quels sont les principaux axes? Donc vous dites enrayer les violences pendant les scrutins. Quels sont les autres actes? Alors, enrayer les violences n'est pas le sujet. Enrayer les violences, c'est le résultat que l'on attend. C'est de faire en sorte que la transparence électorale règne de bout en bout du scrutin pour que les résultats des élections ne soient pas contestables. Et donc, si les résultats sont incontestables, il n'y aura évidemment pas de violence. Donc, les principales mesures, c'est d'abord revoir, c'est avant le vote, pendant le vote et après le vote. Avant le vote, c'est revoir tout le cadre juridique des élections, c'est revoir la place du centre général, le centre gabonais des élections, qui devrait normalement être un organe indépendant. C'est de voir également tout ce qui relève de la mise à jour de la liste électorale. Là aussi, il y a beaucoup à en dire, puisqu'aujourd'hui, c'est supervisé par le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a ces mesures avant le vote. Il y a pendant le vote tout le processus qui va du bulletin de vote à l'isoloir jusque dans l'urne. Donc, tout ce processus, il faut le décrire, il faut le sécuriser. Et puis, après le vote, donc le dépouillement, le transfert des urnes, la centralisation des résultats, la proclamation des résultats et la validation par la Cour constitutionnelle. Donc un encadrement plus rigoureux? Absolument. Est-ce que ce mémorandum a des chances de voir le jour, puisque la loi électorale ne peut pas être changée un an avant les élections, ce qui veut dire qu'il vous reste 6 mois. Quelles sont les chances d'arriver à un résultat? Alors, il faudrait que, malheureusement, les partis d'opposition ne font pas la loi. Ce sont les parlementaires qui font la loi. Le gouvernement propose également des projets de loi. Donc c'est au gouvernement de se saisir du sujet, de s'approprier ces propositions et d'initier des projets de loi qui vont permettre de mettre en œuvre ces modifications du processus électoral ou du code électoral qui vont, in fine, bénéficier à tous. Parce que, rappelons-le, l'objectif reste encore d'assurer la transparence électorale, de permettre qu'il n'y ait plus de tension et qu'il n'y ait plus de morts lors des résultats des élections présidentielles. Et est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait avoir un rôle à jouer comme intermédiaire avec l'exécutif? Absolument. La Cour constitutionnelle a elle-même préconisé justement que nous nous saisissions de ces sujets. Donc elle sera, je pense, l'intermédiaire auprès des plus hautes autorités sur ce mémorandum que nous lui avons soumis. Et avec lequel nous avons échangé. Donc elle était totalement en accord sur un certain nombre de mesures. Et par contre, évidemment, ce n'est pas elle non plus qui fait la loi. Donc elle va saisir ou elle va rendre compte de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle a reçu des partis d'opposition. Et j'espère qu'elle sera elle aussi entendue. Laurence Nembou-Moutsona, merci d'avoir été avec nous. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui, mais restez avec nous. L'info continue sur Télé Sud. Merci à vous.